Ça va aller. Tout le monde part maintenant. Mais ça va aller. Ne t'inquiète pas. Nikita a 27 ans. Ce jeune moscovite vient de prendre la décision la plus difficile de sa vie, quitter son pays. Il a accepté de filmer sa fuite. Ça va être très dur pour moi d'être séparé de toi. Veux-tu que je reste? Si tu veux, je vais nulle part. Je peux rester? Et si je ne partais pas? Et si je me cachais? Non, tout le monde dit qu'il faut partir. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Bonjour, je m'appelle Nikita Belik. Je suis un citoyen russe. Hier, les autorités ont annoncé la mobilisation générale. Ils appellent ça une mobilisation partielle, mais je pense que c'est un mensonge. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Hier, toute la journée, j'étais dans un état... Je ne pouvais plus rien faire. Et mon épouse non plus. Ce soir, l'un de mes meilleurs amis vient me voir. Nous allons essayer de trouver une solution pour partir. C'est comme ça. C'est horrible. Comme Nikita, ce sont des centaines de milliers de jeunes Russes qui tentent de fuir leur pays depuis l'annonce de la mobilisation, le 21 septembre. Ceux qui le peuvent achètent un billet d'avion, direction la Turquie ou l'Arménie. Les autres prennent la route en direction des pays frontaliers de la Russie, comme la Finlande, la Mongolie, le Kazakhstan ou la Géorgie, provoquant des embouteillages monstres aux postes frontières. Qui sont ces Russes qui prennent le risque de devenir des déserteurs? On n'a pas le choix. C'est soit tuer ou être tué, ou alors être emprisonné pendant 10 ans. Pourquoi les femmes prennent-elles aussi le chemin de l'exode? Des amis à moi, médecins, sont mobilisés. Et pour moi aussi, c'était un risque. Et comment ces nouveaux exilés sont-ils accueillis à l'étranger? Elle est où la pancarte où c'est marqué « Déserteurs, vous n'êtes pas les bienvenus » Alors que 50 millions de Russes sont mobilisables, reportage auprès de ceux qui refusent de mourir pour Vladimir Poutine. Nikita est cinéaste. Il n'a jamais tenu une arme de sa vie et refuse d'aller combattre en Ukraine. Il veut partir, mais ne sait pas où aller. Voici les dernières nouvelles. Je viens de rentrer chez moi. J'étais chez des amis. Mon ami Vladimir m'a rejoint. Tout le monde est sous le choc. Qu'est-ce qu'on va faire? Personne ne comprend rien. Vladimir est musicien. Comme Nikita, il refuse de se battre et a décidé de fuir sa patrie. Vladimir dit que la frontière terrestre avec la Géorgie est ouverte. Pour l'instant. Il n'y a pas un autre moyen? En passant par le Kazakhstan peut-être? Attends, je regarde sur Google Maps. En fait, on peut passer à pied par le Kazakhstan. Tu penses qu'on peut traverser la frontière kazakh à pied? Ah oui, oui. Regarde, tu peux. Regarde, nous sommes à Moscou et ici c'est le Kazakhstan. Mais la route est longue quand même. Moscou est à plus de 1000 km de la frontière kazakh. Impossible d'y aller rapidement. Les deux amis décident de regarder plus à l'ouest. Mais plus ils hésitent, plus ils perdent de temps. Les Finlandais vont fermer la frontière, c'est sûr. Je le pense aussi. De toute façon, les Finlandais ne veulent pas accueillir la Russie. Il faut que l'Union européenne soit clémente et leur dise « Les gars, ne fermez pas la frontière. Merde et merde. Mais comment on va pouvoir traverser cette frontière? Comment on peut traverser ?» Arrête de crier, Nikita. Fais plutôt des recherches. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de Russes candidats à l'exil tentent de s'entraider.
En urgence, des groupes se constituent pour échanger des informations en temps réel, comme celui-ci, sur le passage de la frontière avec la Géorgie. Une seule route sépare les deux pays. L'afflux est tel qu'il faut parfois patienter jusqu'à 5 jours dans des bouchons de 30 km. Pour les éviter, certains n'hésitent pas à passer à vélo ou même en trottinette. Pour d'autres, ce sera à pied sous une pluie battante. C'est le cas de Misha et Maxime, 24 ans, qui foulent enfin le sol géorgien avec un sourire de soulagement. Ils cherchent à rejoindre la capitale, Tbilissi, mais n'ont pas de moyens de locomotion. C'est la voiture bleue? Nous leur proposons de les emmener. Dans le coffre, sur nos sacs, ils entassent leurs quelques affaires emportées à la hâte, des vêtements et un ordinateur. Misha est informaticien, Maxime encore étudiant. Les deux amis ont fui Moscou en urgence il y a 2 jours. Et serrés à l'arrière de la voiture, ils peuvent enfin souffler après avoir parcouru 2000 km. C'est super d'avoir traversé la frontière. On est très content d'avoir réussi à ne pas être arrêtés. Les deux amis ont dû abandonner leur voiture et faire appel au service d'un chauffeur local. Quand on s'est approché du bouchon créé à la frontière, on a eu de la chance de trouver un chauffeur local très sympa, qui connaissait bien les comportements des policiers. Il a réussi à passer devant eux sans s'arrêter en prenant la route en contresens. Et il nous a conduits jusqu'au milieu de cette queue. Nous sommes alors descendus et nous avons continué à pied avec tous nos bagages, jusqu'au poste frontière. On a marché comme ça pendant plus d'1 heure. Il était à peu près 2 heures du matin. Passer au plus vite pour échapper à la mobilisation, à cette guerre contre l'Ukraine qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas notre guerre. Nous ne voulons pas combattre contre les Ukrainiens. Les Russes et les Ukrainiens sont très proches. Pourquoi est-ce qu'on devrait les tuer? Pourquoi devrions-nous combattre? Nous sommes jeunes. Nous ne voulons pas tuer, c'est stupide. Je voulais rester en Russie, j'adore ce pays. C'est là que je suis né. Mais cet homme, Poutine, est en train de tuer ce pays. Et nous, on n'a pas le choix. C'est soit tuer ou être tué, ou alors être emprisonné pendant 10 ans. 10 ans de prison. C'est la peine encourue en cas de désertion. Maxime est parti sans prévenir ses parents. Son père, pro-Poutine, n'accepterait pas sa décision. La machine de propagande fonctionne très bien en Russie. Et malheureusement, de nombreux Russes y croient. Et même des personnes de notre entourage proche. Après 3 heures de route, la nuit est tombée quand ils arrivent dans la capitale géorgienne. Bonjour, on a besoin d'un café, on n'a pas dormi de la nuit. Un café très fort avec du lait et du sucre. Merci. Tout ce que je veux, c'est pouvoir me reposer parce que j'en ai vraiment besoin. C'était vraiment un périple épuisant. Misha appelle sa mère restée à Moscou pour la rassurer. Allô, salut maman, c'est moi. Comment vas-tu? Ça va. Tu es à la maison? Comment est la situation? Tu es inquiète? À quel sujet? Oui, naturellement. Tu es où? Je suis à Tbilissi. Regarde, on est dans un petit café. Enfin, demain, je t'enverrai les photos. C'est quoi les dernières nouvelles? C'est bien que je sois parvenu jusqu'ici, n'est-ce pas? Oui, tu as bien fait. On dit que dans les aéroports... Oui, c'est vrai, dans les aéroports, ils attrapent les gens. On a fait le bon choix. En Russie, l'annonce de la mobilisation d'au moins 300 000 citoyens de 18 à 50 ans pour combattre en Ukraine crée une onde de choc. On vient juste de l'apprendre. On n'aura même pas d'entraînement avant d'être envoyé au front. La colère gronde. Les manifestations
se multiplient dans le pays. Et dans certaines régions, la violence monte d'un cran. Plusieurs centres de recrutement sont incendiés, comme ici à Volgograd. En Sibérie, un homme appelé au combat a même tiré sur un commissaire en plein milieu d'un bureau de recrutement. Plus dramatique encore, un homme s'est immolé, hurlant qu'il ne voulait pas aller au front. Dans ce contexte de tension, toujours chez lui à Moscou, Nikita prépare sa valise, direction la Finlande. En colère, il n'a pas de mots assez durs contre Vladimir Poutine. Quel salaud, mais quel connard! Comment on a pu le laisser faire ça? C'est vraiment un truc de dingue. Un truc de dingue. Écoute, au moins un jour, nous pourrons dire que nous avons vécu cela. J'ai hâte que ce jour arrive au plus vite. Je suis sûr que ce moment viendra. Tout ira bien. Perry, mon petit chien. Un ultime baiser à sa femme Svetlana. Mon Dieu! Nikita sait que la séparation risque d'être très longue. Ma valise est prête, je pars. Demain, je tenterai de traverser la frontière de la Russie avec la Finlande. Il ne reste qu'à le faire. J'ai dû abandonner ma femme et mon chien. C'est très douloureux. Très douloureux. Dans les pays où ces nouveaux arrivants affluent, la diaspora russe s'organise pour les accueillir. Comme en Géorgie, où ils sont plus de 40 000 à avoir déjà trouvé refuge après le déclenchement de la guerre contre l'Ukraine en février dernier. Dans la petite cuisine de l'appartement qu'il partage à Tbilissi, la capitale, Sacha s'est mis au fourneau. Il veut réserver le meilleur accueil possible à deux amis russes qui viennent de fuir leur ville natale, Yeysk, dans le sud-ouest du pays. Ce sont des khinkali, un plat d'ici. Les amis ne vont pas tarder à arriver, je voudrais leur faire goûter ce plat avec un peu de vin. Je pense qu'après leur périple, ça leur fera du bien car ils seront affamés. Une spécialité que Sacha, 35 ans, connaît bien maintenant. Lui est arrivé seul ici en mars dernier, après avoir été menacé par les autorités russes. Je suis venu en Géorgie il y a 7 mois, lorsque la guerre a commencé. On est venu faire une perquisition chez moi, car j'étais un élu local de l'opposition. Il est à l'origine d'une manifestation contre la guerre, organisée le 24 février. Une enquête est alors ouverte contre lui. Ses données personnelles sont publiées sur Internet. Désigné comme traître, poursuivi par la police, il est obligé de fuir son pays. J'ai résisté jusqu'au dernier moment. J'ai quitté le pays à cause de perspectives réelles de me retrouver en prison. Je suis plus utile à mon pays en exil qu'en étant incarcéré. Ça, c'est un passeport russe, avec un autocollant de Poutine, barré d'un gros mot. Couillon, c'est ce qu'il est en réalité. Je dis rarement des gros mots, mais je hais Poutine. Je rentrerai peut-être lorsqu'il sera traduit en justice. L'ancien député travaille pour une ONG qui vient en aide aux prisonniers politiques. Il met aujourd'hui son réseau au service des déserteurs. Autour de la table, Lara, une des amies de Sacha, s'inquiète pour des proches restés à Moscou. S'il risque la mobilisation, il faut partir de toute urgence. Où est mon téléphone? Je vais lui écrire de partir immédiatement. Alexis, écoute-moi. Là, je suis avec les gars qui représentent l'ONG Russie Libre, ici en Géorgie. J'ai demandé leur avis, ils sont unanimes. Tu dois partir tout de suite, seul.
Yulia avec les 2 enfants s'en sortira. Tu ne pourras pas les aider si tu es mort. S'il te plaît, essaye tout de suite. Il y a urgence, car ce soir-là, des rumeurs font état d'une fermeture imminente des frontières. Les 2 amis de Sacha, eux, sont bloqués sur la route. Il n'y aura finalement pas de dîner d'accueil. Le lendemain matin, après une longue nuit d'angoisse, à guetter sur Telegram, il accueille enfin ses amis. Salut. Bonjour toi. Enfin on se retrouve. C'est un vrai moment historique. Salut. Qu'est-ce que ça a été compliqué? Je suis si heureux de vous revoir. Vadim a 28 ans et Katia 24. Elle est infirmière et lui designer. Opposée à l'invasion russe, cette jeune femme reconnaît que dans son quotidien, jusqu'à maintenant, elle ne se sentait pas directement concernée par ce conflit. Ça peut paraître égoïste, mais il n'y avait pas de menace directe pour nous. On s'est forcé de continuer à vivre malgré ce contexte oppressant. On n'était pas indifférents, on faisait ce qu'on pouvait pour faire face aux moments difficiles, pour garder le cap. Mais du jour au lendemain, le 21 septembre, quand la mobilisation a été annoncée, il y a eu de nouveau tout ce flux d'informations. Vous savez, j'ai vraiment du mal à en reparler. Excusez-moi. On a été pris de court. C'était la panique totale. Et là, j'ai commencé à recevoir des messages comme quoi... Excusez-moi. Des amis à moi, médecins, sont mobilisés. Et pour moi aussi, c'était un risque. Si je n'avais pas fui dans les heures qui suivaient, j'aurais moi aussi pu être mobilisée. Son expérience d'infirmière urgentiste est désormais recherchée au sein de l'armée russe, qui mobilise donc aussi les femmes. Après une nuit de garde à l'hôpital, elle décide de quitter précipitamment la Russie, en laissant derrière elle sa sœur de 16 ans et sa mère. Pour leur première démarche, dans ce pays inconnu, ils peuvent compter sur les conseils de Sacha. À cause des sanctions, impossible d'utiliser une carte bancaire russe dans ce pays étranger. Il faut donc commencer par changer leur rouble. Tiens, c'est tout ce que j'ai. On change tout. On n'a pas grand-chose de toute façon. Comme je ne m'étais pas préparée à partir, je n'avais pas d'économie. Je n'ai pu prendre que 30 000 roubles en liquide avec moi. 500 €. Je n'ai pas encore reçu ma paye ni mes congés. Je n'avais pas d'argent de côté. Alors c'est tout ce que j'ai sur moi pour le moment. C'est la première fois que Katia quitte son pays. Grâce à Sacha, elle a déjà un point de chute dans un immeuble où se trouvent d'autres locataires russes. C'est quoi le plan? On dépose nos affaires et on va chercher des cartes SIM? Elle pourra passer ici 2 semaines gratuitement, le temps de souffler. Mais ensuite, que fera-t-elle? Quelle question difficile, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Je me dis que je ne vais pas mourir dans la rue les 2 prochaines semaines. Car j'ai trouvé une chambre.
Les 2 prochaines semaines, il va falloir résoudre la question du travail. Dans l'idéal, j'aimerais continuer ma formation. Pour le moment, je vois les choses comme ça. Et je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu'il va se passer dans 15 jours. Un avenir d'autant plus difficile à envisager que les Russes ne sont pas forcément les bienvenus en Géorgie. Ce jour-là, à bord de leur minibus, des Géorgiens ont décidé d'afficher leur mécontentement. À travers les montagnes, ils roulent de la capitale en direction du poste frontière. Mais à quelques kilomètres seulement de leur destination, la police leur demande de se garer sur le bas-côté. Il y a beaucoup de Russes qui arrivent, donc si je vous fais passer, ça va bloquer la route. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous laisser continuer. Mais vous pouvez vous rassembler ici. Tamta, l'une des manifestantes, s'impose dans les négociations. Le but de notre action, c'est que nos pancartes soient visibles par les Russes qui arrivent sur notre sol. Non, non, vous passerez pas, ni à pied, ni en voiture. Elle est où celle où c'est marqué « Déserteurs, vous n'êtes pas les bienvenus » Des banderoles finalement cachées par un cordon de policiers. Car sur cette même route, les Russes continuent d'affluer. Plus de 10 000 par jour depuis la mobilisation, dans un pays de 3 700 000 habitants. Ce qu'on demande à notre gouvernement, ce n'est pas de réguler les entrées, mais de fermer les frontières. Le plus difficile pour nous, c'est de voir les Russes arriver ici comme ça. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, en 2008, ils nous ont attaqués militairement. Ils ont toujours été contre nous. Ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est une question de dignité. Car pour ces militants, le souvenir de la guerre de 2008 avec Moscou est encore douloureux. Un assaut russe qui s'est soldé par l'occupation de 20% du territoire géorgien et la reconnaissance de 2 républiques séparatistes pro-russes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Dimitri, 37 ans, est lui originaire de Saint-Pétersbourg. Il a parcouru une trentaine de kilomètres en vélo avant de rejoindre la frontière. Et à son arrivée, cet accueil ne l'étonne pas vraiment. Ils disent ce qu'ils pensent et je suis OK avec ça. Et je comprends qu'ils ne veuillent pas voir des Russes ici. Je comprends pourquoi ils pensent ça. Mais nous, on doit essayer de s'en sortir, de vivre notre vie. Vous savez ce qu'il s'est passé ici en 2008 ? Bien sûr, j'ai honte de ne pas avoir réagi à l'époque. Pendant ce temps-là, Nikita lui prend le train, direction Saint-Pétersbourg. Un voyage risqué pour ce jeune moscovite. Il n'a jamais fait son service militaire, pourtant obligatoire. À cause de la mobilisation, j'ai compris que maintenant ils pouvaient m'arrêter à tout instant et n'importe où. Dans la rue, en voiture, vérifier mes papiers et se rendre compte que je n'ai jamais fait mon service militaire. À la sortie de la gare, il rejoint 6 personnes qui, comme lui, vont tenter de sortir du pays par la Finlande. Le trajet se fait en silence. On ne sait pratiquement pas parler. Je sais juste que l'un d'entre eux était dans la finance. Une autre était décoratrice d'intérieur. Il y avait aussi un journaliste. On a peu échangé entre nous, car chacun était dans sa bulle, dans ses pensées. Au bout de 3 heures, la frontière est en vue. Ils vont finalement passer, mais font partie des chanceux. Juste après leur passage, la Finlande a décidé de restreindre les entrées de ces nouveaux arrivants sur son territoire.
Tout s'est bien passé. Il y avait assez peu de voitures. 6 devant nous et 5 derrière, côté russe. Nous n'avons eu aucun problème. 5 jours après son arrivée, il a pris lui aussi la direction de la Géorgie par avion pour rejoindre des amis. Il rêve de pouvoir y exercer son métier de réalisateur. Katia, la jeune infirmière, poursuit son installation à Tbilissi. Misha et Maxime, eux, sont partis chez des proches, en Arménie. 5 jours après l'annonce de la mobilisation, ils étaient déjà près de 300 000 à avoir quitté la Russie, sans savoir si un jour, ils reverront ou non leur patrie.